Bonjour, donc nous venons de terminer de parler de la glycolyse, qui est cette première voie métabolique que nous avons abordée dans le métabolisme des glucides. Et donc nous avons parlé un peu des différentes étapes de cette glycolyse avec ces 10 réactions. Les 3 réactions les plus importantes qui sont le site de régulation, et c'est un peu ce qu'il faut retenir et bien maîtriser, notamment pour l'examen. Et puis là, nous allons voir ce qui va se passer juste après. D'accord ? Donc la glycolyse, à l'issue de la glycolyse, notre molécule de glucose s'est divisée, elle a changé de look, elle s'est transformée pour nous fournir 2 pyruvates, 2 molécules de pyruvates, qui sont donc des molécules qui vont posséder 3 carbones dans leur structure. Donc en plus du pyruvate, nous avons également produit de l'ATP, mais aussi du NADHH+. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer à la suite de la glycolyse ? J'ai pas besoin de vous le dire, l'ATP de son côté, il va partir pour fournir de l'énergie à différentes réactions ou différentes fonctions cellulaires, voilà. Le pyruvate, on va voir ce qu'il va faire, et le NADHH+, on va également voir son devenir, quel est leur destin dans la cellule. Commençons donc par le pyruvate. Le pyruvate, il aura donc 2 destinées possibles qui seront différentes selon qu'on soit en aérobiose ou en anaérobiose. Quand on est en anaérobiose, donc quand on n'a pas d'oxygène dans la cellule, il va subir une réaction de fermentation. Cette réaction de fermentation peut correspondre soit à une réaction de fermentation lactique ou une réaction de fermentation. Donc la fermentation alcoolique, elle va survenir notamment chez les organismes bactériens, d'accord ? Pas à l'intérieur des cellules de l'organisme. Mais attention, quand je dis bactéries, c'est pas forcément quelque chose qui est entièrement séparé de l'organisme. Parce que nous avons des bactéries, par exemple, dans notre flore intestinale et dans notre flore en général. Mais voilà, quand on parle de digestion, on parle surtout des bactéries de la flore intestinale. Effectivement, ces bactéries, elles vont réaliser la fermentation alcoolique. Alors que la fermentation lactique, elle va se passer dans les cellules de l'organisme, et notamment dans les cellules qui ne possèdent pas de mitochondries, ou encore les cellules qui sont privées d'oxygène. D'accord ? Les cellules qui ne possèdent pas de mitochondries, vous devez absolument les connaître, ce sont les globules rouges. Les globules rouges qu'on appelle également hématies et qu'on appelle également érythrocytes. C'est donc des synonymes. Voilà, ils ne vont pas posséder de mitochondries et donc ils vont réaliser la fermentation lactique. Et effectivement, on va en parler dans un petit instant. Si on a un problème au niveau de la glycolyse, par exemple une pathologie génétique qui va concerner la glycolyse, ou plus précisément l'un de ces enzymes, nous aurons un problème au niveau des globules rouges parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer cette source d'énergie fournie par la glycolyse. Parce que on ne va pas réaliser le cycle de Krebs, on ne pourra pas réaliser d'autres voies, mis à part la fermentation lactique, qui va dépendre directement du pyruvate, qui est le produit de la glycolyse. Et en fait, la différence entre la fermentation alcoolique et la fermentation lactique, tout simplement, c'est que la fermentation alcoolique, elle va produire de l'alcool, elle va produire en effet des molécules d'éthanol, plus précisément, qui est de l'alcool, alors que la fermentation lactique, elle va produire de l'acide lactique. Et voilà, donc on va appeler ça une fermentation lactique, une fermentation alcoolique. Encore un petit mot sur la fermentation lactique, c'est que déjà elle est réalisée par une enzyme ou un enzyme qu'on appelle la LDH, la lactate déshydrogénase. Et cette lactate déshydrogénase, j'ai pas besoin de vous le dire, quand on parle de déshydrogénase, nous parlons de réaction d'oxydoréduction. Et effectivement, elle va utiliser comme cofacteur le NAD. Et c'est une enzyme qui est assez connue dans l'organisme, que vous allez reparler de ça pas mal de fois dans votre cursus. Bref, je vais pas vous spoiler. En tout cas, c'était la première chose que je voulais dire par rapport à la fermentation lactique, qu'elle est assurée par un enzyme qu'on appelle la LDH. Et une deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette fermentation lactique, elle va donc produire de l'acide lactique. Il se trouve que cet acide lactique, que c'est un acide, voilà. Et quand je vous dis acide, vous comprenez qu'il peut modifier en effet le pH de l'organisme. Et effectivement, dans certaines situations de l'organisme, je sais pas, par exemple quand on est en anaérobiose, ou voilà, quand on a une augmentation du lactate, par exemple quand on a beaucoup de glucose à dégrader, nous aurons une production très importante
d'acide lactique, qui est donc un acide qui va modifier le pH du sang dans l'organisme et nous allons occasionner ce qu'on appelle un trouble acido-basique. Nous aurons ce qu'on appelle une acidose. Et voilà. Et cette acidose lactique, elle va survenir dans tous les contextes où nous avons une mauvaise oxygénation des tissus. Voilà, comme par exemple quand on a une insuffisance respiratoire, on ne peut pas bien respirer, on ne peut pas bien faire rentrer l'oxygène à l'intérieur de l'organisme, et donc la cellule elle va se retrouver en anaérobiose, elle est en déficit d'oxygène. Une autre situation, c'est quand on a, je ne sais pas, par exemple un choc cardiogénique, par exemple quand le cœur il n'arrive plus à pomper beaucoup de sang, donc il ne va pas bien délivrer l'oxygène aux cellules, et donc elles vont souffrir parce qu'elles ne vont pas avoir suffisamment d'oxygène, et donc elles vont suivre préférentiellement cette voie de fermentation lactique et donc augmenter la production d'acide lactique. Enfin bref, c'est des exemples que vous allez voir plus tard dans votre cursus, tout simplement. Donc voilà, ça c'était la voie qu'allait suivre le pyruvate en anaérobiose. Mais dans la situation la plus générale, généralement on a suffisamment d'oxygène dans l'organisme, et dans ce cas, nous avons deux destinées possibles. Bon, ces deux destinées possibles, elles vont soit se dérouler à l'intérieur du cytosol, ensuite passer à l'intérieur de la mitochondrie, soit directement se dérouler à l'intérieur de la mitochondrie. Je répète, je réexplique, je reformule, attendez, pardon. Donc ces situations dans le contexte d'aérobiose. Le pyruvate, il va suivre des voies métaboliques qui vont se dérouler à l'intérieur de la mitochondrie, notamment le cycle de Krebs. Et il va soit se dérouler directement à l'intérieur de la mitochondrie, c'est le cas de la décarboxylation oxydative, où nous avons la transformation du pyruvate en acétyl-CoA après traversée du pyruvate de la mitochondrie, soit nous avons une carboxylation qui va se dérouler à l'intérieur du cytosol pour parcourir la mitochondrie. D'accord ? C'est le cas du pyruvate qui va subir une carboxylation en oxaloacétate pour passer à l'intérieur de la mitochondrie et subir d'autres modifications. Ne vous inquiétez pas, je vais réexpliquer ça tout de suite. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'en fait, c'est pas toutes les molécules qui vont pouvoir traverser la paroi de la mitochondrie. Vous voyez que le pyruvate, il va pouvoir la traverser directement, alors que l'oxaloacétate, eh bien, voilà, il ne va pas la traverser directement. Et effectivement, il y a des molécules qui vont pouvoir traverser la paroi mitochondriale, alors que d'autres molécules ne pourront pas la traverser. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est qu'en fait, la membrane mitochondriale va posséder un transporteur pour certaines molécules, alors que d'autres molécules ne vont pas posséder des transporteurs spécifiques au niveau de cette paroi. Et des exemples de molécules qui vont traverser la paroi mitochondriale, c'est ce que je rassemble sous le mot de Camp, qui sont par exemple les citrates qui sont des intermédiaires du cycle de Krebs. Nous allons en parler quand on va parler du cycle de Krebs. Eh bien, ils vont pouvoir traverser la membrane mitochondriale comme ça, librement, parce qu'ils ont leur récepteur. De la même manière, l'aspartate, il va pouvoir traverser cette membrane, le malate et enfin le pyruvate. Le pyruvate, il va pouvoir traverser cette membrane. Donc, dans le cas où le pyruvate traverse directement la membrane mitochondriale grâce à son transporteur qu'on appelle le pyruvate translocase, eh bien, il va subir ce qu'on appelle une décarboxylation oxydative au niveau de la mitochondrie. Ça veut dire quoi, une décarboxylation oxydative ? Ça veut dire qu'on va le décarboxyler, ok, on va lui enlever un carbone. Comment on va lui enlever un carbone ? Eh bien, on va rejeter un CO2, d'accord ? Parce que vous voyez, le CO2, il va contenir un carbone. Et oxydative, vous comprenez qu'on est en train de parler de réaction d'oxydoréduction, et comme on l'a dit, les réactions d'oxydoréduction, elles vont faire intervenir des enzymes qu'on appelle des déshydrogénases, et elles auront besoin d'un cofacteur qui est le NAD ou le FAD. Ici, on va parler du NAD notamment, et bien le NAD+, il va donc se réduire en NADHH+, le NADH+, pour rappel, qui est une molécule énergétique, parce qu'elle va former de l'ATP quand elle va passer par la chaîne respiratoire, et bien, quand il va se réduire ce NAD, il va permettre l'oxydation du pyruvate. Donc nous avons bien une décarboxylation oxydative, ok, pour former une nouvelle molécule qu'on va appeler l'acétyl-CoA.
Et ça, donc le pyruvate, quand il va se transformer en acétyl-CoA, c'est une décarbosylation oxydative qui va se dérouler à l'intérieur de la mitochondrie, donc elle est intramitochondriale, elle est irréversible. Généralement, vous savez que en fait, les réactions qui sont irréversibles, elles sont endergoniques. Irréversible, ça veut dire qu'elle va se faire strictement dans ce sens-là. Le pyruvate, il peut donner de l'acétyl-CoA, mais pas le contraire. Et enfin, elle est régulable. Régulable, ça veut dire en fait, elle sera régulée allostériquement. Je vais expliquer ça veut dire quoi régulation allostérique. Nous n'allons pas en parler dans cette vidéo comment elle sera régulée allostériquement. C'est-à-dire nous n'allons pas exposer ces molécules qui vont l'activer ou l'inhiber. Nous allons en parler quand on va faire la vidéo sur le cycle de Krebs. Tout simplement parce qu'en fait, il y a certains intermédiaires du cycle de Krebs qui vont intervenir. Et surtout parce qu'en fait, cette réaction-là que vous voyez, c'est un peu la porte d'entrée dans le cycle de Krebs. Donc on va bien en parler quand on va parler du cycle de Krebs. Quand on va parler de la régulation du cycle de Krebs. En effet, dans le cycle de Krebs, nous avons 3 sites de régulation. Et cette réaction, on va la considérer comme un site de régulation, tout simplement parce que c'est la porte d'entrée du cycle, bien qu'elle n'en fasse pas directement partie. Et il se trouve, voilà, donc c'était entre parenthèses, elle est régulable, mais on va détailler cette régulation dans le cours du cycle de Krebs. Et en fait, l'enzyme qui va catalyser cette réaction, on va appeler ça une pyruvate déshydrogénase. Je pense que c'est pas une surprise parce que je vous ai dit, c'est une réaction d'oxydoréduction. Oxydoréduction, ça doit vous faire penser à des enzymes qu'on appelle déshydrogénases. Et effectivement, quand le pyruvate il va subir cette réaction d'oxydoréduction, c'est logique d'appeler cette enzyme pyruvate déshydrogénase. Il se trouve que cette pyruvate déshydrogénase, c'est pas comme les autres enzymes que vous connaissez. C'est pas une petite molécule qui va venir catalyser, non. C'est en fait un complexe multi-enzymatique. Ça veut dire qu'il sera composé en fait de plusieurs enzymes. Il sera composé exactement de 3 enzymes. Et ces 3 enzymes, ils vont avoir besoin d'aide qui va venir comme ça les aider à bien travailler. C'est ce qu'on appelle des coenzymes. Et nous aurons en fait besoin de 5 coenzymes. Et ces 5 coenzymes, parmi ces 5 coenzymes, nous avons 4 vitamines. Voilà, je ne vais pas vous les citer les enzymes, je ne vais pas vous citer le nom des coenzymes. Déjà, vous voyez avec votre prof si vous devez les apprendre ou pas. Et dans le cas où il va vous demander de les apprendre, sachez qu'ils ne vont pas vous demander directement le nom de ces enzymes. Généralement, la question qui va porter sur ce détail, elle va se présenter sous la forme suivante. Ils vont vous dire, dans un QCM, quelle est, parmi les enzymes suivantes ou parmi les coenzymes suivantes, celle qui fait ou qui ne fait pas partie du complexe de PDH. D'accord ? Ils vont vous donner, par exemple, 3 enzymes, ou plein de noms d'enzymes, et vous devez choisir celle qui va intervenir, ou ils vont faire la même chose avec les coenzymes. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. J'ai pas bien formulé cette partie, mais voilà, bref. Donc, si on vous demande de les apprendre, apprenez-les. Voilà. Donc, en aérobiose, nous pouvons former soit de l'acétyl-CoA, qui est cette porte d'entrée à l'intérieur du cycle de Krebs, ou alors, nous allons directement former un intermédiaire du cycle de Krebs qu'on appelle l'oxaloacétate. Et là, pour le former, on va le former à l'intérieur, au niveau du cytosol. C'est-à-dire que le pyruvate ne va pas rentrer à l'intérieur de la mitochondrie pour le former. Et il va subir, pour former cet oxaloacétate, le pyruvate il va subir une réaction de carboxylation. C'est-à-dire qu'on va lui rajouter un carbone pour nous donner cet oxaloacétate. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai répété, cette réaction elle va se dérouler à l'intérieur du cytosol. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous donner une information, c'est que cet oxaloacétate, c'est également un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, il va avoir un rôle à l'intérieur de la mitochondrie. Or, je vous ai dit que cet oxaloacétate, il ne peut pas traverser la membrane mitochondriale. Et vous comprenez que c'est problématique, on doit quand même le faire entrer à l'intérieur de la mitochondrie. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il convient de faire ? Eh bien, l'organisme, la cellule, comme elle est intelligente, elle a créé ce qu'on appelle un système de navette. La navette, c'est quoi ? C'est qu'en fait, cette oxaloacétate, on va la transformer, on va lui changer de look, ok ? Pour la transformer en une autre molécule.
Cette autre molécule, elle pourra traverser, elle va avoir des transporteurs au niveau de la membrane mitochondriale. Donc elle va pouvoir la traverser. Et une fois que cette molécule, elle va la traverser, on va la retransformer en oxaloacétate. C'est comme si que cette oxaloacétate allait se déguiser pour pouvoir entrer à l'intérieur de la mitochondrie et voilà, et rentrer à l'intérieur de la mitochondrie. Et cette navette, c'est ce qu'on appelle la navette malate-aspartate. Je vais vous expliquer. En fait, l'oxaloacétate, il va se transformer en malate. Or, le malate, comme je vous l'ai dit ici, voilà ici, le malate, c'est une molécule qui va pouvoir traverser la membrane mitochondriale. Et donc, ce malate, il va traverser la membrane mitochondriale à travers son transporteur, il va se retrouver à l'intérieur de la mitochondrie, et à l'intérieur de la mitochondrie, il va se retransformer en oxaloacétate. Voilà. Je vais vous expliquer un peu plus en détail cette navette malate-aspartate. En fait, tout va commencer quand on aura de l'oxaloacétate qui va se transformer en malate. Ok ? Pour se transformer en malate, remarquez-le bien, nous aurons besoin de ce qu'on appelle la malate déshydrogénase. Et cette malate déshydrogénase, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, donc, elle va réduire cet oxaloacétate en malate et oxyder le NADH+ en NAD+. Et puis, elle va rentrer à travers ce transporteur pour avoir la situation, c'est-à-dire subir la réaction contraire pour nous donner de l'oxaloacétate et nous donner en parallèle du NADH+. Déjà, vous remarquez, première chose que vous remarquez, c'est que nous avons une même enzyme à l'intérieur du cytosol et à l'intérieur de la mitochondrie, qui est la malate déshydrogénase. Effectivement, ce sont deux isoformes de cette enzyme. Nous avons une malate déshydrogénase cytosolique et une malate déshydrogénase mitochondriale. Ok ? Et la deuxième chose que vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez ? Très important, c'est qu'en fait, le NADH+, nous venons de le faire rentrer à l'intérieur de la mitochondrie. Et donc, effectivement, cette navette malate-aspartate, elle va faire rentrer l'oxaloacétate, déjà, et même faire rentrer le NADH+. Et c'est quelque chose que nous allons expliquer, que nous allons reprendre quand nous allons parler des destinées du NADH+. Effectivement, le NADH+, il ne pourra pas traverser directement la membrane mitochondriale, et donc il aura besoin d'une navette. Et l'une des navettes qu'il va utiliser, c'est la navette malate-aspartate. Voilà. Et en fait, voilà. Et voilà. Donc l'oxaloacétate, comme on l'a dit, donc là on vient d'exposer cette voie d'entrée de l'oxaloacétate, mais en fait il peut également sortir de notre mitochondrie, et dans ce cas, il va se transformer en aspartate. Aspartate pour sortir, et voilà, sortir et sortir, c'est bon. Et en parallèle à ça, nous avons d'autres... je vais vous expliquer... Bon, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce que vous devez absolument retenir. Le reste, c'est juste pour comprendre. C'est pas forcément des choses sur lesquelles on va vous questionner, ok ? Juste pour comprendre, en fait, c'est que l'aspartate, le glutamate, aspartate glutamate que vous voyez ici, ce sont des acides aminés. Et les acides aminés, ils peuvent subir ce qu'on appelle des réactions de transamination. C'est quoi des réactions de transamination ? C'est tout simplement quand on a cet acide aminé qui va se transformer en une autre molécule, et en parallèle, un autre acide aminé, il va se transformer en un corps qu'on appelle des cétoacides. Comme on a des acides aminés, nous avons également des cétoacides. Bref, c'est pas très important, mais vous allez voir ça surtout quand vous allez parler des acides aminés. Donc vous comprenez qu'on a deux acides aminés, et pour qu'un acide aminé se transforme en une autre molécule, il doit subir cette réaction de transamination, et qui va faire intervenir forcément deux acides aminés. Tac, bon, il y en a un qui va se transformer, c'est-à-dire il y a un qui va se transformer pour donner de l'oxaloacétate, et l'autre qui va se transformer en cétoacide ou le contraire. Bref, c'est une réaction réversible. Et pour une énième fois, vous allez revoir ça quand vous allez parler dans le chapitre qui va concerner les protéines. Très bien, donc ça c'était par rapport au devenir du pyruvate. Le pyruvate en anaérobiose, il va subir une fermentation soit lactique ou alcoolique chez les bactéries et lactique dans toutes les cellules de l'organisme en anaérobiose, et surtout à l'intérieur des globules rouges, parce que les globules rouges n'ont pas de mitochondrie,
Donc tout le pyruvate qui va résulter de la glycolyse, il va subir cette fermentation lactique. En aérobiose, le pyruvate il va subir soit une décarboxylation oxydative directement à l'intérieur de la mitochondrie, soit une carboxylation au niveau du cytosol pour former de l'oxaloacétate qui va emprunter la navette malate-aspartate pour entrer à l'intérieur de la mitochondrie. Et là, on arrive maintenant, on va passer au devenir du NADHH+. Dans le cas de l'anaérobiose, eh bien, il va lui aussi participer à la fermentation alcoolique et lactique. Rappelez-vous, par exemple, quand j'ai parlé de la fermentation lactique, je vous ai dit qu'on va faire intervenir un enzyme qu'on va appeler la lactate déshydrogénase. Cette lactate déshydrogénase, quand je vous dis déshydrogénase, vous devez absolument penser au NAD ou au FAD. Effectivement, le NADHH+, il va intervenir dans cette réaction de fermentation. D'un autre côté, dans le cas de l'aérobiose, eh bien, il sera réoxydé dans la mitochondrie par la chaîne respiratoire et il va donc former les molécules d'ATP. C'est ce que je vous disais en fait, c'est que ce NADHH+, c'est finalement une molécule énergétique parce qu'en subissant l'action de la chaîne respiratoire, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. C'est quelque chose que vous allez voir. Vous avez un chapitre sur la chaîne respiratoire. Et enfin, même avant de faire le chapitre, je pense que c'est quelque chose que vous avez vu au lycée. Et voilà. Donc on aura une phosphorylation oxydative du NADHH+, pour nous donner de l'ATP. Très précisément, le NAD, il va nous donner, enfin le NADHH+, c'est vraiment la forme réduite du NAD qui va nous donner 3 ATP. Mais, comme je vous l'ai dit, ce NADHH+, il ne pourra pas traverser directement la membrane mitochondriale pour subir l'action de la phosphorylation oxydative. Donc il va utiliser, c'est bon maintenant vous le savez, il va utiliser un système de navette. Le premier système navette qu'il va utiliser, c'est le système qu'on avait, c'est la navette malate aspartate qu'on vient d'expliquer. Cette navette malate aspartate, elle sera active notamment au niveau du cœur, du foie et des reins. Ok ? Nous avons une autre navette qu'on va retrouver surtout au niveau des muscles et au niveau du cerveau, qu'on appelle la malate glycérol 3-phosphate. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette notion, il faut vraiment bien le comprendre, ok ? C'est que cette navette glycérol 3-phosphate, elle est plus rapide, ok ? C'est son avantage, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle est énergétiquement moins avantageuse. Je vous explique pourquoi. Permettez-moi juste de vous expliquer les différentes étapes de cette navette pour vous expliquer pourquoi elle est énergétiquement moins avantageuse. Ce qui va se passer en fait dans cette navette, c'est qu'on aura 2 réactions d'oxydoréduction. Nous avons ici une réaction d'oxydation du NADHH+, et une réaction de réduction du DHAP. Et d'un autre côté, nous avons, c'est le contraire qui va se passer. Bref, vous l'avez compris, c'est des réactions d'oxydoréduction. Qui dit oxydoréduction dit déshydrogénase. Et effectivement, l'enzyme qui va intervenir, c'est la glycérol 3-phosphate déshydrogénase, qui va présenter encore une fois des isoenzymes. Nous avons donc l'isoenzyme cytosolique et d'un autre côté l'isoenzyme mitochondrial. Qu'est-ce qui va se passer ? D'un côté, quand on va réaliser cette réaction d'oxydoréduction, nous allons donc faire intervenir ce NADHH+. Mais devinez quoi, surprise, de l'autre côté de la membrane mitochondriale, c'est plus le NADHH+, qu'on va retrouver, c'est une autre molécule qu'on va appeler le FADHH+. C'est un peu la cousine du NADHH+. C'est des molécules qui vont se ressembler parce que au final, elles auront le même rôle, elles ont un rôle énergétique, elles vont subir des destinées qui vont se ressembler suite à la phosphorylation oxydative, mais le NADHH+, quand il va subir l'action de la chaîne respiratoire ou l'action de la phosphorylation oxydative, c'est la même chose, il va nous donner 3 molécules d'ATP. Mais, tandis que, en fait, le FADHH+, ou le FADH2, c'est kiff-kiff, il va nous donner seulement 2 molécules d'ATP. Autrement dit, nous venons de perdre une molécule d'ATP pour chaque molécule de NADH qui va traverser cette membrane mitochondriale. Donc c'est énergétiquement moins avantageux.
Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on va calculer le bilan de la glycolyse, généralement on dit qu'en fait une molécule de glucose, elle va donner 38 ATP. Mais en fait, si cette molécule de glucose, elle a traversé la navette glycérol 3-phosphate au lieu de la navette malate-aspartate, elle va plutôt donner 36 ATP. Parce que je vous rappelle, nous avons, suite à la glycolyse, nous avons 2 NADHH+, qui vont être synthétisés, parce que comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais répété, une molécule de glucose, elle va se scinder en 2. On aura 2 pyruvates, 2 NADHH+, on va plus... Enfin, quand on va passer au stade où nous passons de 6 carbones à 3 carbones, vous comprenez qu'on va tout multiplier par 2. D'accord? Si vous n'avez pas compris ce point, vous pouvez reconsulter la vidéo sur la glycolyse pour mieux comprendre. Enfin bref, donc si nous empruntons cette navette glycérol 3-phosphate, nous allons nous retrouver avec 2 ATP qui vont manquer ou qu'on va réduire dans notre bilan final de la glycolyse. Avant de finir, parce que nous avons fini techniquement, il me reste juste un petit point, une petite remarque que j'ai envie de faire, c'est que nous avons certaines pathologies qui vont concerner la glycolyse. Et c'est un peu pour ça que vous étudiez en fait la biochimie, c'est pour comprendre par la suite, quand vous allez parler de pathologie, eh bien en fait il y a plein de pathologies qui vont toucher des enzymes qui vont intervenir dans le métabolisme. Et un exemple de ces enzymes qui peut être touché par la pathologie, c'est la pyruvate kinase. Pour rappel, la pyruvate kinase, c'est cette enzyme qui va intervenir dans la 10e réaction de la glycolyse. Et cette 10e réaction de la glycolyse, elle est très importante parce que c'est un site de régulation. Et eh bien, si on a un problème, si on a un déficit dans cette enzyme, on n'aura finalement pas de pyruvate. Qui dit pas de pyruvate dit pas de fermentation lactique. Et qui dit pas de fermentation lactique dit pas de production d'énergie pour le globule rouge. Parce que je vous ai dit, au niveau du globule rouge, nous ne pourrons pas faire appel au cycle de Krebs. Donc finalement, la fermentation lactique, c'est la seule source d'énergie pour ces petites cellules. Et voilà, donc les globules rouges, ils vont mourir et ils vont nous donner une anémie aiguë. En cas de déficit en pyruvate kinase, nous avons donc une anémie aiguë. Donc ça, c'était pour vous en cas de pathologie, pour connaître ça. Et le deuxième message que je voulais faire passer par là, c'est que le globule rouge, et ça tombe dans les QCM, le globule rouge, qu'on appelle également hématies ou érythrocytes, c'est des organes ou des cellules glucodépendantes. Elles dépendent du glucose. Si on n'a pas de glucose, on n'a pas d'autre source d'énergie. Et voilà, c'est soit on a du glucose, soit on a du glucose. Si on n'a pas de glucose, c'est foutu pour foutu, tout simplement. Et le deuxième message, toujours dans ce deuxième message, c'est qu'en fait, le cerveau, c'est un organe glucodépendant. Mais attention, il n'est pas exclusivement glucodépendant comme les globules rouges. Et donc, dans certaines situations, par exemple en cas de jeûne prolongé, ou même très prolongé, il pourra utiliser d'autres ressources de l'organisme, comme les acides gras. Et voilà. Donc techniquement, c'est-à-dire il va bien falloir faire la part des choses quand vous allez avoir des QCM. En fait, dans certains QCM, généralement, c'est des QCM à choix simple. Donc ils vont vous donner la question, vous avez plusieurs propositions, vous devez en choisir une seule. Si on vous dit que le cerveau, l'une des propositions, c'est le cerveau est un organe glucodépendant. Et c'est la seule réponse qui est juste, vous la choisissez. Mais si vous voyez qu'il y a une autre réponse qui est plus juste, eh bien vous choisissez l'autre réponse. Je sais que ça peut paraître un peu déconcertant à premier abord comme ça, mais voilà, c'est un piège de QCM qui est classique. Est-ce que le cerveau est glucodépendant? Est-ce qu'il n'est pas glucodépendant? Bref, moi je vais vous dire, il est glucodépendant, mais il n'est pas exclusivement glucodépendant comme les globules rouges. Donc en fonction de votre QCM, essayez de choisir la réponse la plus juste. Et voilà, c'est fini.